Bonjour et bienvenue à cette session Boost Your Flow. Nous allons parler de flux et comment avoir le rythme le plus soutenu possible sans être jamais dans le rouge et donc avec un bon niveau de qualité, avoir une vitesse qui est quand même globalement la bonne et d'essayer vraiment de maximiser l'efficience. On parlera donc d'efficience, d'efficacité. L'efficience étant la capacité avec quand même relativement peu d'énergie de réussir à avancer, tandis que l'efficacité, c'est vous avez tous les moyens du monde et vous arrivez à avancer. Là, ce qu'on va vraiment chercher, c'est cette notion d'efficience pour dire, par rapport aux ressources que vous avez, comment vous pouvez faire pour les utiliser au mieux. Donc là, on va parler d'une stratégie pour optimiser un flux de valeur. Dans toute la discussion approche qu'il va y avoir après, on va parler d'équipe, et quand on va parler d'équipe, on va parler d'un système, on va voir l'équipe en tant que système. Alors c'est quoi un système? C'est un ensemble interconnecté d'éléments qui, organisés, réagissent et font qu'il y a quelque chose qui est différent de pris séparément. Donc c'est là où sur les questions sur la droite, on dit souvent que un système, c'est plus que la somme des sous-parties. Prenons un exemple. Je prends mon vélo, j'ai une roue avant, j'ai une roue arrière. Si vous me donnez une roue avant, une roue arrière, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Si vous me projetez un cadre, un pédalier, une chaîne, vous mettez tous ensemble, donc vous avez des parties ensemble qui interagissent et communiquent, je vais pouvoir avoir une fonction qui est différente de tout pris séparément. En gros, je vais pouvoir avancer. Donc là, on voit en gros qu'à chaque fois, on va faire une demande à un système, donc c'est ce qui s'appelle l'input. Le système, il a un but, et après, il va y avoir des sorties. Si on prend l'équipe, vraiment, c'est je vais faire des demandes à l'équipe, elle va répondre à ces demandes, et elle va sortir quelque chose. Par rapport à ça, ce qui est important de voir, c'est que je ne vais pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de mon système, limite c'est une boîte noire, et comme ça, je laisse de la possibilité d'autonomie, d'auto-organisation et de changement pour mon système. Donc là, après, la question qui va se poser, c'est l'input, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un work item? Ce sur quoi je vais devoir travailler. Donc là, vraiment, à chaque fois, on peut se dire qu'un work item, c'est une user story, c'est un epic, si on est très Scrum. Mais donc, on pourrait se poser la question, vraiment, c'est quoi le type de demande qui arrive? Souvent, le type de demande, c'est de dire, j'ai tel problème et j'aimerais que l'application change, et donc ça va devenir un besoin, et donc c'est une demande de réponse à un problème. Et la sortie, ça va être quoi? Ça va faire qu'on va faire une application qui répond à ce problème. Donc là, se poser la question de c'est quoi nos work items, sur quoi on travaille, c'est souvent le début et la base. Si on est en Scrum, on peut simplifier la tâche en disant, bon, globalement, ce qui arrive, c'est Epic User Story, et c'est ça mes objets qui après vont transiter. Dans la pratique, donc, ça va ressembler à ça. Je vais avoir des personnes qui sont à gauche qui me font des demandes. Et une fois qu'il y aura des demandes, moi, je vais faire qu'il y ait une appli qui tourne en production. Sachant qu'on a d'autres types work items, c'est des demandes d'investigation. Ça, c'est sur en général de la production. Pour dire demande d'investigation, c'est quoi la sortie? C'est une réponse ou c'est un bug fixe. Là, à l'intérieur, vous avez votre équipe qui travaille de la façon un peu d'où elle veut. Et là, après, on va regarder la façon dont on travaille. Et là, elle a des dépendances. Mais globalement, quand je suis à l'intérieur de ce rectangle, je devrais être assez autonome pour pouvoir changer la façon dont j'interagis et je communique, tant que, finalement, on fait une demande et je vais en production. Sachant qu'en général, quand on fait des changements, c'est pour aller le plus vite possible avec un bon niveau de qualité. Donc après, si vous voulez savoir où vous êtes, les indicateurs en général que nous on conseille, le premier c'est le work in progress, c'est le nombre d'items que vous avez dans votre système à un moment donné, c'est-à-dire ceux que vous avez pris. Quand je dis pris, c'est pas ceux sur lesquels vous travaillez, à partir du moment où vous avez dit ok j'ai pris, le temps il part, c'est pas à partir du moment où vous travaillez en général dessus, c'est à partir du moment où vous avez dit oui je suis d'accord pour en prendre un nouveau. Donc ça s'appelle le work in progress. Le throughput, c'est le débit, c'est l'équivalent de la vélocité pour ceux qui sont en Scrum. En gros, c'est le nombre de tickets que vous prenez par semaine, 2 semaines, mois, mais en gros, c'est un débit. Work at time edge, à quoi ça sert? Ça sert à dire, ok, les tickets qui sont dans mon système, celui-là il a 2 semaines, celui-là il a 1 semaine. Et là, on pourra regarder par rapport au cycle time. Donc le cycle time, c'est le temps que prend un ticket pour aller d'un côté à un autre. Et là, on peut regarder par rapport à ce qu'on appelle l'engagement, on dire globalement dans 80% des cas, mon cycle time, c'est-à-dire le temps que prend un ticket pour aller de gauche à droite, c'est 2 semaines et 3 jours. Je peux te dire que si je suis à 2 semaines et 1 jour pour un ticket, alors qu'en général je fais 2 semaines et 3 jours, s'il est au milieu du workflow, en général c'est que je suis mal. Donc le work item sert à générer des discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement accélérer, ralentir certains tickets par rapport à nos engagement, qui est un engagement probabiliste sur dire ça va sortir en 2 semaines et 3 jours. Donc là, je dis un truc, je le dis comme ça, et c'est peut-être pas paru important, mais quand on parle d'engagement, en général, côté flux, on dit que à 80%,
le work item va sortir en 2 semaines et 3 jours, et c'est nos data du passé qui nous permettent de dire ça. Donc l'engagement, c'est l'engagement à dire je suis capable de respecter à peu près ma probabilité, mais on parle beaucoup plus de probabilité qu'un engagement hyper ferme. Et c'est là par contre où on doit donner l'incertitude. Si c'est pas 2 semaines et 3 jours, c'est quoi? Bah c'est à modulo 2 jours. Donc en gros c'est entre 2 semaines et 1 jour et 2 semaines et 5 jours. En quoi c'est intéressant après d'avoir ces indicateurs là? Il y a une loi qui s'appelle la loi de Little qui dit que globalement le délai que met ou le temps que met un ticket à passer de gauche à droite, c'est le nombre de tickets qu'il y a dans le système divisé par le débit. Là, assez vite, vous voyez que si vous voulez être rapide, il faut quoi? Bah, il faut qu'il y ait relativement peu d'items dans le système, parce que plus vous allez avoir d'items dans le système, et moins vous allez être rapide. Donc en général, ce qui se passe, c'est que quand on cherche à charger pour être sûr que tout le monde soit occupé, on a tendance à faire des grosses files d'attente. Plus vous mettez des files d'attente, plus votre délai va être grand. C'est un peu mécanique, parce que finalement, quand c'est dans une file d'attente, un objet, bah, personne ne travaille dessus. Donc pensez à ça, si vous voulez être rapide, il ne faut pas qu'il y ait trop de trucs en même temps. Il vaut mieux prendre un truc, le finir, prendre un deuxième, le finir, plutôt que de prendre les deux en parallèle. Pour la petite histoire, cette loi, la loi de Little, est valable à partir du moment où le flux en entrée et le flux en sortie sont à peu près les mêmes, et c'est dans ces cas-là que le système il est stable, et que cette loi s'applique à la règle. Sinon, c'est à peu près comme ça, c'est plus une source d'inspiration, mais sachez que plus vous avez d'items dans le système, et moins vous allez être rapide. Première chose à faire en général quand on est en mode flux, c'est de dire au fait c'est quoi mon flux de travail, comment je passe de la gauche à la droite, c'est quoi toutes les activités que je vais faire pour passer de la demande à la production. Là je parle d'informatique. Donc en gros on va commencer par dire ok par où ça passe. Éventuellement on peut séparer en deux les activités entre je suis en cours et j'ai terminé. Ou on peut faire aussi je suis en train de travailler dessus et la liste d'attente. C'est à peu près la même chose. Ça permet de quoi? Ça permet de voir les buffers, donc les files d'attente. Et en informatique, ces files d'attente-là, c'est les stocks. Donc en gros, vous pouvez voir dans vos files d'attente les stocks et ce sur quoi personne ne travaille. Donc ça, en général, on ne le voit pas nécessairement parce qu'on parle souvent de ce sur quoi on travaille et pas des sujets qui sont en attente dans le système et sur lesquels personne ne travaille. Donc c'est en ça que c'est intéressant ces buffers parce que ça permet de voir les sujets sur lesquels personne ne travaille. Plus vos files d'attente sont grandes, plus il y a de choses dedans, et moins vous êtes rapide. C'est un peu mécanique. Ensuite, ce qu'on essaie souvent de faire, c'est de se mettre d'accord sur, ok, c'est quoi le workflow? C'est ça, et donc je dois m'arrêter là, et j'ai le droit de passer à l'étape d'après, si ça. Après, je reviens un peu à la loi de Little, plus vous avez de choses en parallèle, et bah forcément, moins vous êtes rapide. Et donc là, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez tout ouvrir, vous pouvez dire je prends ça, je le finis, je prends ça, je le finis, je prends ça, je le finis, je prends ça, je le finis. Plus vous prenez moins de choses en parallèle, donc en gros moins vous avez de choses en parallèle, et plus vous allez être efficace. Il faut savoir que au niveau du multitâche, dès que vous faites du multitâche, vous perdez de la performance, c'est le temps que votre cerveau il se remet comme ça et il repart au bon endroit. Donc c'est en général, si vous êtes sur un travaux, vous êtes efficace à 100%, deux travaux, vous êtes efficace à 80%, 60% si vous êtes sur 3 et 40% si vous êtes sur 4. C'est vraiment à peu près 20% de performance que vous perdez à chaque fois que vous bossez sur deux sujets en parallèle. D'où des fois la discussion de dire est-ce que je le fais en synchrone ou en asynchrone quand je discute, ou je vais laisser la personne finir quelque chose et autre chose. Donc là c'est un gros travail en général côté produit, de dire bah, je vais essayer de ne pas avoir des blocs trop gros, je vais essayer d'avoir des blocs plus petits, comme ça va permettre de prendre un truc, de le finir, et après on va passer à celui d'après, on va le finir, on va passer après on va le finir. Dès que vos blocs ils sont trop gros, donc c'est ce qu'on appelle la taille des lots, bah, ça vous ne pouvez pas le faire. Et ce qui va aussi se passer, c'est que, là je me souviens quelqu'un côté métier qui me disait ça, il me disait bah en fait si je repriorise, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est parce qu'il y a souvent un événement qui fait ça. Plus votre taille des lots elle est petite, et plus vous me dites ok est-ce que tu peux attendre demain, je vais dire oui. Si tu me dis est-ce que tu peux attendre un mois, je vais vous dire non. Donc en gros, plus la taille des lots elle est petite, plus une fois que vous avez commencé vous finissez, vous n'allez pas vous arrêter. À chaque fois, si votre truc il est parti pour un mois, je vais vous dire bah arrête-toi, bah tant pis, t'as perdu un peu d'énergie, tu vas passer pour autre chose. Le temps que tu reviennes. Je travaillais sur quoi déjà? Je travaillais sur ça. Donc en gros, vous voyez, il faut se remettre dans le contexte. Donc là, vraiment, plus vous avez des lots petits et moins vous avez de choses en parallèle, plus vous allez être efficace. Et en fait, ce qui va aussi se passer, hein, si vous avez des lots plus petits, bah, ils vont aller plus vite en prod. Ce sera des trucs plus petits, on est d'accord, hein, l'impact sera moins fort, mais on empêche que la valeur elle va être plus tôt. Donc après, comment on fait pour limiter le travail en cours? Il y a à peu près 3 façons. Première façon, c'est par activité, qui est le plus connu, que tout le monde connaît, on va dire, ok, dans la période, dans l'activité dev ou dans l'activité test, on ne va pas prendre plus de 3 tickets en parallèle. Donc là, on peut le faire par un groupe de colonnes ou uniquement une colonne, ça c'est bien.
à partir du moment où vous savez à peu près à quel endroit c'est. Il faut savoir que ces limites-là, on va vous sortir, c'est la racine carrée du nombre de personnes multiplié par l'âge du chef, des trucs comme ça. Bon, si je suis sérieux, il y en a qui vous dire c'est 2 fois le nombre de personnes moins 1, 1 fois le nombre de personnes, blabla. En fait, ça, c'est du bullshit. Pourquoi c'est du bullshit? C'est plus parce que globalement, pourquoi on met des limites? C'est parce que quand on dépasse un certain nombre de tickets, que ce soit par activité, par personne ou à l'ensemble du système, vous devenez moins performant. Donc en gros, ces limites, c'est des limites pragmatiques qui dépendent de l'équipe, qui dépendent du système, et vous allez devoir les tailler. Donc si vous mettez des limites sur toutes les colonnes, donc toutes les activités, bah, vous allez passer votre vie à tailler vos limites. Et surtout qu'à chaque fois que quelqu'un rentre ou quelqu'un sort de l'équipe, bah, c'est plus le même système, donc vous devez les retailler. Donc en gros, vous allez passer vos vies à retailler les colonnes, enfin les limites sur les colonnes. Donc c'est là où en général, ce qu'on dit, c'est à quel endroit vous avez mal. Et ok, t'as mal là, ah bah donc ces cas-là, on va regarder pour mettre des limites à cet endroit-là, et c'est ça qui va vous aider à être plus fluide là. Ça va vous aider parce qu'en limitant le nombre de voitures sur l'autoroute à tel endroit, bah ça va être plus fluide. Donc en gros, on va mettre en place des mesures de régulation pour faire qu'il n'y a pas trop de tickets à tel endroit, et éviter qu'il y ait un goulet d'étranglement et que ça bouge à cet endroit-là. Donc là, c'est mettre des contraintes, mettre des limites sur les activités en mettant des chiffres en disant pas plus de 4 work items à tel endroit. Pour revenir, hein, c'est vraiment pragmatique. À partir du moment, par exemple, où vous êtes en pair programming, le chiffre, ça va pas être le même que si vous n'êtes pas en pair programming. Donc c'est pour ça que vraiment, moi, je déconseille de le mettre partout. Je dis pensez à quel endroit vous en avez besoin par rapport au problème que ça va résoudre. Après, on peut aussi mettre les limites par personne. Ça arrive souvent parce qu'il y a une personne qui fait un peu de run, puis après elle revient. Là, ce qu'on va faire, c'est on va dire, ok, 2 avatars par personne. Parce que ça veut dire 2 avatars par personne, c'est que vous pouvez mettre une personne qui a 2 endroits. Là, vous allez travailler proactivement pour limiter les multitâches sur les personnes. Donc vous allez forcer le fait que les gens puissent pas faire de multitâches parce que vous leur limitez le nombre de tickets sur lesquels ils peuvent travailler. En général, quand on fait ça, on en prend 2. Et donc c'est une façon de faire que bah, je suis sûr que les personnes vont pas faire trop de multitâches en passant d'un sujet à un autre. Donc c'est là, vous voyez, je le fais par personne. Vous devinez aussi qu'éventuellement, on pourrait faire des limites par projet, en disant je prends 2 gros projets, et éventuellement je prends des plus petits trucs, ou je prends qu'un seul gros projet. Et ça, en faisant ça, déjà, vous limitez la capacité de l'équipe à changer de sujet tout le temps. Et donc en gros, vous focalisez l'attention sur un truc, et à la fin, vous êtes plus performant. Ensuite, on peut mettre des limites sur l'ensemble du système. Donc ça, c'est un principe que j'ai déjà utilisé. Pourquoi? Parce que dans l'équipe dans laquelle j'étais, bah, tout le monde savait un peu de tout faire. Et je pouvais mettre une limite sur le dev, mais en fait, ça n'a aucun sens. Parce que globalement, moi, je pouvais aller faire du dev, je pouvais aller faire l'analyse, je pouvais aller faire du test. Et en gros, notre vraie limite, elle était sur l'ensemble des tickets qu'il y avait dans le système. Donc là, on s'est mis à dire, bah finalement, pas plus de 4 tickets dans le système. Alors en l'occurrence, pour info, moi j'étais un peu là, mais pas trop là. Ils étaient majoritairement 3. Pourquoi 4? Parce qu'il y avait 3 personnes, donc 1, 2, 3, et après on aurait pu dire, bah finalement on va faire les limites par avatar et chacun a un sujet en plus. Donc là ça aurait fait 6, enfin 3 avatars x 2 ça fait 6. Et là on s'est dit, non, on veut essayer d'avoir une vision holistique d'équipe, chacun a son sujet, et le seul sujet extra c'est un sujet commun. Donc ça forçait la discussion, parce que le sujet commun, il était, enfin extra, il était commun à tout le monde. Donc là vous voyez, en faisant ça, on génère les discussions et on fait qu'on vraiment on travaille en équipe. Ça, la contrainte sur le système, c'est vraiment pour essayer de ne pas avoir trop de choses en parallèle. Vous pouvez mélanger les deux, par personne, par activité et tout, mais en gros, la question, c'est quoi le problème auquel vous répondez, pourquoi vous avez mal, et comment vous faites pour pouvoir limiter le travail et qu'il n'y en ait pas trop. Ensuite, donc là, je vais un peu parler des 3 mauvais patterns et un peu les bons patterns. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est un pool system. Un pool system, c'est il y a un truc qui est fini, ok, quel est le nouveau que je vais prendre? Fini, j'en prends un nouveau, fini, j'en prends un nouveau. Là, en faisant ça, on limite toujours le nombre de tickets dans le système. Et d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais quand on veut limiter le nombre de tickets dans un système, mettons 4, la façon dont ça marche, c'est je ne m'amuse pas tous les jours à compter qu'il y en a 4. Hein. C'est là, il y en a un qui sort, ok, j'en reprends un. Mais en fait, je sais qu'il y en a toujours 4. Donc à chaque fois, il y en a un qui sort, c'est quoi le prochain? Il y en a un qui sort, c'est quoi le prochain? Donc là, quand je vois qu'il y a des files d'attente qui grossissent comme ça, je sais que c'est un push system et que c'est pas un pull. C'est quoi un push system? C'est je suis responsable d'une activité, je le prends, je pousse à mon voisin. Je prends une activité, je pousse à mon voisin. Et en fait, je regarde même pas le stock derrière, c'est pas mon problème, c'est le sien. Moi, mon but, c'est de pousser et après, il se débrouille. Donc, quand vous avez ça, vous voyez que les personnes, elles sont chacun en train de s'occuper de son truc et que vous n'avez pas une équipe. Donc là, on n'est pas dans un système. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est ok. Là, je vais aller chercher le travail à côté, et s'il faut, donc en gros, là, je vais essayer d'aller aider mon copain pour faire qu'on sorte, nous, en tant qu'équipe, des choses. Et d'où le fait d'organiser le delimiting un peu différemment, et de ne pas le faire par personne, mais de commencer par la droite en disant, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur deploy?
Ah, ok, t'as ça, t'as besoin d'aide, quelqu'un peut l'aider. Après, je remonte en arrière, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur test? Oui, j'ai ça a bien avancé, et t'as besoin d'aide? Oui. Ok, et en gros, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on part de la droite à la gauche, et on remonte les problèmes comme ça, on est en train de traiter le bout du flux d'abord, donc on est en train de forcer à sortir les tickets avant d'en prendre des nouveaux. Pourquoi? Parce que si je dis à un moment, ok, t'as un problème en analyse, est-ce que quelqu'un peut aider? Non, j'aide déjà en deploy, j'aide déjà en test, j'aide déjà en développement. Ok, bon bah t'attendras. Mais c'est pas très grave parce que c'est le début du flux. Et que la priorité c'est vraiment de tirer, sortir les trucs. Donc là, en gros, c'est la question du pool system. Ce qui peut arriver une fois de temps en temps, et c'est souvent là d'ailleurs quand on met des limites par activité, c'est de dire que j'ai un goulet d'étranglement. En gros, ça bloque systématiquement au même endroit. Là, on le voit beaucoup dans l'automobile avec les autoroutes. À chaque fois, on sait, allez, sur les vacances, ça a bloqué sur la 6. Pourquoi? Parce que des fois, il y a moins de fils, des choses comme ça, et ça bloque toujours à cet endroit-là. Et là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va asservir le système à ce qu'on dit à cette contrainte. On va essayer de faire que ce soit le plus fluide possible à cet endroit-là, parce que finalement, la vitesse dans l'ensemble, elle est là. C'est lui qui fait que le système il ira à telle vitesse ou telle vitesse. Vous pouvez bosser la vitesse que vous voulez en amont ou en aval. La vitesse du système, c'est le goulet d'étranglement. Donc là, en gros, on dit qu'on va asservir tout le monde à ça et qu'on va essayer de faire que ce soit le plus fluide là-dessus, quitte à aider. Et après, on va essayer d'élever la contrainte, c'est-à-dire on va peut-être rajouter une voie ou on va faire des trucs comme ça. Et là, ça a un vrai intérêt de mettre des limites avant, juste avant, pour faire que, ok, l'endroit où j'ai le plus de contraintes, bah, ce soit toujours hyper fluide. Donc c'est là où des fois on dit qu'on va désoptimiser le travail de certaines personnes pour optimiser le travail global. Si une personne, c'est elle qui est vraiment la contrainte, c'est elle qui bloque tout, on va faire que ce soit nickel chrome juste avant, quitte à faire que les gens avant ils aient plus de boulot. Et c'est pas grave parce qu'en fait la vitesse du système elle est là. Donc en gros je vais peut-être désoptimiser Toto pour faire qu'au niveau Tata, là, qui est le goulet d'étranglement, bah, ça passe à fond. Donc là, contrainte, hyper se focaliser là-dessus et regarder ce qui se passe. Un autre système qu'on voit, c'est ce qui s'appelle le système globalement saturé et pas localement saturé comme avant. En gros, ce qui va se passer, c'est que ça va péter en test. Ok, après ça va péter en analyse, après ça va péter en développement. Ou vous avez aussi ce que j'appelle le système du BOA. Vous mettez 15 tickets dans le coup au début. Donc là, après, ça va passer difficilement la première activité, ça va passer difficilement la deuxième activité, ça va passer difficilement la troisième activité. Et là, en gros, vous allez voir que ça pète à un endroit, puis ça pète à l'autre, puis ça pète à l'autre, puis ça pète à l'autre. Bon, là, vous pouvez vous amuser avec votre système localement saturé, la contrainte, la limite par activité. Résultat des opérations, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que là, vous avez trop de demandes dans le système de manière globale. Donc c'est là où vous auriez intérêt de mettre une contrainte sur le système dans son ensemble. Et le seul moyen de revenir à un système qui marche, c'est de dire, oula, on va peut-être diminuer le nombre de tickets en parallèle. Et là, on va pouvoir avancer. Donc c'est là où quand je vois un board qui a 50 tickets sur le tableau au début, je me dis souvent, vous êtes combien dans l'équipe? 5? Il y a 10 tickets par personne? Ça fait beaucoup quand même. Et en général, là, c'est souvent dans les files d'attente, c'est des trucs où on ne s'aperçoit pas vraiment. C'est souvent qu'une personne, elle a 4 tickets, une qui a 6, et tous les autres, ils sont en file d'attente. Ou, une fois, j'avais vu ça m'avait fait assez rire, il y avait une personne, j'avais regardé, elle avait 9 tickets. Donc j'étais allé la voir en disant, mais t'as 9 tickets? Tu travailles sur les 9 donc. Ah non, et pourquoi? Ah bah parce que dès qu'un ticket il est arrivé, il est assigné. Et en gros, ce qui se passait, c'est que, en fonction de la personne sur laquelle vous tombiez, des fois, votre ticket, il allait plus vite. Parce qu'en gros, il cédait pas. Hein. Une fois que le ticket, il est assigné, il changeait pas d'assignation. Donc là, ça c'est pareil, c'est un mauvais pattern, parce que là, on est en train d'essayer d'optimiser les ressources, on n'est pas en train d'essayer d'optimiser globalement le système. On regarde pas tous les tickets qui arrivent et ce qui sortent à peu près pareil. Parce que là, leur système d'assigner dès le début, ça faisait que des tickets allaient plus vite, plus lentement, et on savait pas trop pourquoi. Enfin si, on savait pourquoi, ça dépendait sur qui t'étais tombé. Et donc, si on se plaçait à l'extérieur du système, c'est-à-dire de l'équipe, en disant, vous mettez combien de temps à traiter un ticket? Ça dépend. Donc là, globalement, en termes de stats, il y avait une variabilité assez forte. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie de moins faire. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a vu comment bien optimiser son flux en n'ayant pas trop de trucs en parallèle, en regardant les mesures sur l'âge, et en fonction des problèmes qu'on a, du si on a une contrainte, on essaie de faire que ce soit fluide à cet endroit-là, ou c'est notre système qui est globalement saturé, là on commence à avoir quelque chose qui est assez fluide. Ce qu'on peut rajouter un peu, parce que j'en ai pas trop parlé, c'est comment être sûr qu'on délivre de la valeur. Être sûr qu'on délivre de la valeur, bon, sachant qu'on n'est jamais sûr, hein. Et on va augmenter la probabilité qu'on délivre de la valeur, c'est tout ce qu'on appelle les boucles de feedback. C'est ok, je vais vite, ah, est-ce que j'ai fait, est-ce que ça sert à quelque chose, par rapport à ce qu'on attendait, est-ce que c'est un succès? Non, ah bah je vais pas faire ça. Donc là aussi, vous voyez, on va optimiser le flux en ne faisant pas carrément des choses, en les prenant, en disant ok, je le prends, poubelle.
Donc là, c'est toute la question de c'est quoi les boucles de feedback dont vous avez besoin. Là, j'ai parlé de celle de la valeur, mais il y a d'autres boucles de feedback. Hein. Par exemple, un développeur qui a fini, il peut demander à quelqu'un du produit de dire « Ah, est-ce que c'est bien ce que tu veux ?» Donc ça, c'est toutes les boucles de feedback qui diminuent les rework. Le rework, c'est quoi? C'est un ticket qui a un problème à un endroit où on doit faire une sorte de defect, et le defect, il revient un peu en arrière, on va travailler dessus. Donc ça, c'est vraiment, posez-vous la question des boucles de feedback dont vous avez besoin. Après, si vous voulez mesurer l'efficience de votre flux, ce que vous pouvez regarder, c'est que donc, le flow efficiency, en gros, c'est le temps passé sur un ticket divisé par le délai qu'a pris ce ticket. Et ça, globalement, si vous êtes bon, vous allez arriver à 30%. La meilleure équipe que j'ai vue, c'est 40%. Et si vous n'êtes pas très bon, c'est pas rare d'avoir 1%. Ce que ça veut dire 1%, ça veut dire que j'ai passé un jour sur le ticket, mais qu'il a mis 100 jours à sortir. C'est pas terrible hein, quand même en termes d'efficience. Donc si vous êtes à 10%, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que vous passez un jour à travailler sur un sujet et ça met 10 jours à sortir. Parce qu'il y a toujours la question des tâches à non-valeur ajoutée, tout ce qui est manuel. Si vous êtes en testing auto, en déploiement auto, en monitoring, des choses comme ça, vous allez aller plus vite et vous allez passer moins de temps dans les files d'attente. Sachant que plus vous chargez les files d'attente et moins vous allez vite. Donc c'est aussi comment vous passez le relais entre membres du système pour être le plus efficace possible. Et ensuite, il y a la question des points de levier, et donc c'est comment vous faites pour savoir à quel endroit intervenir dans le système. Donc ça, c'est des possibilités. Donc déjà, ce qu'on dit au début, c'est connaître, toi, les constantes, les paramètres et les nombres. En gros, c'est connaître ton engagement en disant probablement tu vas l'avoir en 2 semaines et 3 jours à 80%. Ça, c'est un des premiers trucs. Ce qu'on appelle les constantes, c'est plus pour dire, finalement, est-ce qu'il y a 3 projets ou 4 projets dans l'équipe d'à côté? Est-ce que c'est une constante ou est-ce que c'est un paramètre? Il y a des endroits où c'est une constante, ils peuvent avoir autant de projets qu'ils veulent, moi ça n'a pas d'impact sur moi, et des fois c'est un paramètre parce qu'on partage le même environnement de test à la fin, et en fait si eux ils ont 3 ou 4 projets en même temps que moi, en général je vais avoir des problèmes, je vais avoir des bugs. Donc ça c'est connaître qu'est-ce qui influe sur le système et qu'est-ce qui n'influe pas sur le système. Après, on peut changer la taille des buffers. Donc, c'est toutes les files d'attente à l'intérieur. On peut essayer de les réduire pour dire non, mais là, si tu as fini, au lieu de continuer à bourrer et à rajouter des trucs, tu vas plutôt l'aider plus loin. Donc, ça, c'est en changeant la taille des buffers. En gros, je vais mettre des limites pour faire que sur les files d'attente, il y ait moins de choses. On va ajouter ou enlever des boucles de feedback. Et éventuellement, on va aussi faire qu'on va changer la structure de l'information. Donc, en gros, c'est là où on commence à changer les rôles des personnes, souvent, où on fait de l'automatisation sur un truc qui était manuel, tous ces trucs-là. Et donc là, à l'extérieur, ça va faire qu'on va être plus rapide et tout, mais par contre, il y aura toujours les mêmes choses qui rentrent, les mêmes choses qui sortent. Et on peut modifier les règles du système, et à la fin, on peut carrément changer le but du système, donc de l'équipe. Donc à la fin, bon voilà, là vous êtes carrément en train de transcender le flux, et en train de changer le comportement au global. Et voilà, si vous avez fait tout ça, normalement, vous pouvez avoir quelque chose de fluide, avoir quelque chose qui est livré en fonction d'événements qui se passent, c'est vraiment livré à la volée, il se passe un truc, j'y vais, il se passe un truc, j'y vais. Et là, ce que j'ai essayé de vous donner, c'est toutes les pratiques qui vont vous aider à faire que votre flux soit le plus efficace possible, efficient, et qu'en plus ce soit régulier. Là, j'ai pas dit mettez-vous dans le rouge. Hein. J'essaie de trouver des pratiques pour faire qu'on soit le plus efficient possible. Donc, avec les mêmes ressources, on arrive à produire plus. Merci.